Wisport FR 100% live. C'est l'heure de la mêlée à 5, votre émission rugby présentée par Grégoire Alain. Bonsoir à tous et bienvenue dans Mêlée à 5, votre nouveau rendez-vous rugby sur la radio 100% live de wisportfr.com. Ce soir, nous parlerons top 14 avec le sprint final. Quelles équipes accéderont au top 6 en fin de saison pour se disputer le titre? On reviendra également sur Damien Penaud pour savoir s'il représente l'avenir du rugby bleu après son gros tournoi destination. Le tournoi destination justement, qui a été très décevant pour le 15 de France, nous vous apporterons nos solutions pour ce qu'on pense être bien pour la rédemption du 15 de France. Enfin, avant-match des quarts de finale de la Coupe d'Europe qui opposera notamment deux clubs français, à savoir le Racing Club, enfin le Racing Métro 92 pardon, et le Stade Toulousain. Je suis ce soir en compagnie de mes collègues de la rédaction rugby, Vincent Chalier. Salut à tous, petit Clément... nouveau, pas loin. Clément Volt. Salut Grégoire, salut les copains. Et Olivier Bastien. Et bonsoir à tous les amis, bonsoir Clément, bonsoir Grégoire, bonsoir Vincent. Très heureux Salut. d'être ici pour cette première de Salut, Mêlée à Olive. 5. Olivier, que vous avez par ailleurs l'habitude bien évidemment de retrouver dans Yes We Bet, l'émission de Paris sportif du samedi matin, dont vous avez désormais, je l'ai dit, normalement l'habitude. Messieurs, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite donc avec le top 14, avec la 20e journée qui s'est déroulée ce week-end. On va faire un rapide rappel des résultats, avec Lyon qui s'est imposé face à Toulon 42-33, le Stade Français qui a pris le bonus offensif à domicile face au Castres Olympique 32-16, Montpellier qui a glané un succès à l'extérieur sur la pelouse du Hameau et de Pau 24-15, ça fera sûrement pas plaisir à Vincent. Perpignan qui a gagné son premier match à domicile face à Grenoble 22-16. Clermont s'est imposé à Agen 28-13. Le Racing s'est imposé face à Bordeaux 45-27. Et enfin, le Stade Toulousain est allé décrocher une belle victoire sur la pelouse de La Rochelle 23-19. Donc cette 20e journée marquait le retour des internationaux dans leur club après le tournoi des 6 nations. Messieurs, on va commencer tout de suite avec la question. Voilà, je vais un peu vous guider là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Qui va se qualifier pour les phases finales? Donc on sait que Toulouse et Clermont feront sans doute 1 et 2 et que Lyon, vu son calendrier et sachant qu'ils sont déjà 3e avec 5 points d'avance sur le 7e, devrait normalement en toute logique se qualifier. Olivier, est-ce que tu peux commencer en me donnant un peu tes impressions sur les 6 pour l'instant et voilà sur cette course un peu à 8 clubs? Bon, comme je l'ai dit, Toulouse et Clermont sont qualifiés, mais derrière en embuscade il y a 5 clubs pour 5 ou même 6 clubs pour 4 places. Comment est-ce que tu vois ça à 6 journées de la fin? Bah écoute, en tout cas, ce qui est intéressant de voir pour ce top 14 et cette fin de saison, c'est qu'à 6 journées de la fin, ça reste vraiment ouvert. On le savait déjà en début de saison que ce serait très ouvert cette année. En début de saison, on avait vu par exemple que Bordeaux, ça pouvait être une inconnue, mais pour l'instant, ils ont répondu présent. La Rochelle confirme. Le Stade français est dans son renouveau. Le Racing, toujours aussi solide, soit en championnat et en Coupe d'Europe. Lyon, qui, pareil, confirme sa saison dernière. Et on pourrait même y ajouter, alors bon, ça c'est pour les plus ambitieux, mais Montpellier, au jour d'aujourd'hui, il est à 6 points de Bordeaux. Alors il a un calendrier compliqué, mais comme on n'est jamais à l'abri d'une surprise, on va dire que ça reste très ouvert pour l'instant. Et en fonction des calendriers, il est un peu compliqué de dégager des favoris, même si, comme je vous dis, bon, Montpellier, on peut y croire pour les plus optimistes, mais ça restera très compliqué à mon avis. Le Stade français qui alterne le bon et le moins beau, le chaud et le froid, et ils peuvent perdre chez eux contre le Stade toulousain, contre le Loup, et puis battre Castres qui restait sur 5 victoires. Donc très difficile de jouer un peu le Madame Irma, j'ai envie de dire, ou de donner un pronostic pour l'instant. Ouais, bah c'est vrai que c'est assez compliqué. Comme tu l'as dit, le Stade français alterne le chaud et le froid. À mon avis, ils seront en concurrence directe avec La Rochelle pour la 5e et 6e place qualificative, avec notamment des équipes comme Castres, le Racing ou encore Bordeaux. Voilà, c'est vrai qu'avec Castres, Racing, Bordeaux, La Rochelle et Stade français, à mon avis, il y a 5 équipes pour 3 places. Clément, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette course au top 6? Écoute, moi je rejoins entièrement ce que tu dis, avec les deux devant et un loup qui a quand même un calendrier assez facile et qui devrait réussir à rentrer dedans.
je pense qu'il va falloir compter sur Je te, je te- les je habitués, te- en fait. je te coupe juste quelques instants pour rappel le Loup. Donc c'est un déplacement à Pau, la réception de Perpignan, un déplacement à Agen, à Bordeaux, une réception de La Rochelle, et un déplacement à Grenoble. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a aucune grosse pointure à jouer d'ici la fin de saison. C'est ça, et puis on sait que Pierre Mignoni va réussir à tenir ses hommes jusqu'au bout, donc on ne se fait pas trop d'inquiétude pour eux. Je pense que ça va se jouer surtout à l'expérience. Tu vois, on a un Racing 92 qu'on sait qu'il peut augmenter son niveau de jeu, donc on va déjà voir dimanche, bon, on en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais on va voir ce qu'ils vont pouvoir montrer au Stade Toulousain. Castres, on n'en a pas trop parlé tous les deux, on n'a pas évoqué, mais c'est quand même une valeur sûre en fait finalement, même si on a tendance un peu à les sous-côté. Ils sont là, Toujours très bon en fin de saison, Castres, ouais. voilà, donc Dans le rush, ils savent faire le sprint final, ouais. voilà, c'est les mêmes joueurs que l'année dernière, ils se sont un peu améliorés. Tu sais, Curios, il ne va pas venir pour rien. Franchement, c'est pareil, ils sont quasi sûrs. Les trois derniers, avec Montpellier, comme tu disais, ça va se jouer là-dessus. C'est assez compliqué parce que c'est vrai que Bordeaux, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire. Stade Rochelet, ils sont aussi sur un courant alternatif. Là, ils sont sur une série de 4 défaites. C'est quand même assez étonnant parce ils avaient fait un très beau début de saison. Ils étaient quand même deuxième à un moment. Et le Stade français, bah, c'était le mieux placé pour en parler, hein, Grégoire. On ne sait jamais Ouais, j'en parlerai comment ils après. vont faire. Je sais pas comment toi tu vois un peu la fin de saison de ton club. C'est difficile à pronostiquer. Ils sont quand même une équipe jeune. Donc, je suis plutôt pessimiste pour eux parce que c'est une équipe qui est quand même en pleine construction. Il y a eu beaucoup d'arrivées cet été. Sanchez, il est arrivé tard. Alors, on sait qu'ils sont capables du meilleur, mais est-ce que dans les matchs qui comptent, ils vont réussir à rester soudés? Voilà. Et puis Montpellier, ouais, je suis pas très, pas très optimiste hein, non plus, Olive. Hein, le calendrier qui arrive va être assez compliqué. Ils ont un petit train de retard. Là, ça va se jouer vraiment à pas grand-chose. Ça va vraiment être intéressant de suivre tous les week-ends ce qui va se passer. Donc, on va vraiment Après, se faire plaisir. euh, après, excuse-moi, je te coupe, hein, mais Ouais, dis-moi. peut-être Stade français, là où on aura déjà les idées un peu plus claires, leurs deux prochains matchs, si je me trompe pas, c'est deux équipes qui jouent le maintien. C'est Grenoble, ils vont à Grenoble, ils reçoivent Agen. Donc Mais après, on sait que leur dernier match sera contre la section paloise qui n'a plus rien à jouer. Donc il y a trois matchs. On va dire que si ces trois matchs-là, ils les gagnent, il faudra faire un gros coup. Et je sais que je crois qu'ils jouent Clermont et Montpellier et le Racing, le derby. Donc Stade français, on va dire que si ils assurent leur rang sur trois matchs et qu'ils vont essayer de chercher une autre victoire, je pense qu'avec quatre victoires, ça peut le faire. Hein. Alors ouais, justement, vous parlez du Stade français. Donc le Stade français, donc qui se déplace à Grenoble dans 2 semaines. Ensuite, il recevra Agen puis Clermont, qui se déplacera au Racing donc pour le derby francilien, comme tu l'as dit, Olivier, à Montpellier, et qui finira par recevoir La Rochelle. Donc c'est vrai que c'est un calendrier avec des grosses pointures, mais vraiment jouable pour le Stade français. Si on regarde un peu Montpellier, il se déplace à Montpellier à l'avant-dernière journée, mais à ce moment-là, Montpellier peut déjà ne plus avoir rien à jouer, et le Stade français, au contraire, joue sa qualif. Donc c'est vrai que ça peut décointer pas mal de choses. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Vincent, on t'a pas trop entendu pour l'instant de cette course au top 6. Pour toi, qui va se qualifier et qui fait figure de favori et d'outsider? Alors, je vous ai écouté très attentivement. Je suis pas forcément tout à fait d'accord par rapport à Montpellier. Pour moi, ils ont quand même alors, vous parlez d'un calendrier difficile. Ils reçoivent quand même Agen et Grenoble, qui, à mon avis, enfin, pour eux, ça sera un match quand même où ils viseront les 10 points. Il faut dire ce qui est parce qu'ils ont une course à la qualification. J'ai regardé aussi leurs deux derniers matchs, donc, dont celui contre la section paloise évidemment, et je les ai trouvés justement très, très à l'aise. Ils ont retrouvé une espèce de mental. C'est-à-dire que quand la section a marqué son essai d'entrée, ils se sont pas laissés abattre. Ils ont vraiment remonté, et j'ai trouvé après une sensation de puissance comme on avait pu connaître auparavant. Voilà, moi je pense que enfin, je mettrais personnellement une petite pièce sur Montpellier qui fait un coup, qui finit comme le Castres l'an dernier, voilà, qui va se qualifier sixième au tout dernier moment et qui sera à mon avis un sérieux prétendant au moins aux demi-finales. ils ont fait un bon match contre Toulon aussi la semaine avant, où ils Oui, remontent voilà, pareil, ils remontent. Ils étaient menés, Toulon avait le match en main et ils remontent, ils lâchent pas l'affaire et ils finissent voilà, par c'est ça. l'emporter. Ouais. Voilà, c'était contre Toulon, et c'est vrai j'ai l'impression ils sont en train de trouver voilà, leur rythme de croisière. Alors après, oui, que ce soit Lyon, le Racing Castres, je pense que c'est des équipes qui sont habituées, voilà, enfin, plus le Racing et Castres, mais Lyon me fait forte impression. Ils ont resserré les rangs après quand même la belle branlée qu'ils ont pris à Toulouse.
Lyon. Après, Racing Castres, pour moi, ça sera forcément dans les 6. Voilà, je pense, pour moi, il y aura match entre de Bordeaux, La Rochelle, Stade Français, Montpellier. Voilà, c'est vraiment, pour moi, la 6e place, ça se jouera peut-être plus là. Voilà, enfin, c'est mon avis pour le coup. Ouais, je suis Ouais. assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a vu Lyon notamment faire preuve d'un gros caractère hein, après la débâcle reçue face à Toulouse, tu le disais. Voilà, et puis est-ce que c'est peut-être pas finalement l'année ou jamais avec les Lyonnais, avec peut-être un alliage de joueurs assez expérimentés et de jeunes qui montent. On peut penser à Félix Lambert hein, qui a performé en équipe de France lors du tournoi Destination, qui a un peu surnagé. Donc voilà, je pense qu'on a un peu tous d'accord pour dire que Oui. dans les 6 on retrouvera Toulouse et Clermont en 1. Toulouse, on le rappelle, qui a pas perdu en top 14 depuis le 29 septembre, hein, soit 14 matchs, donc mais même sans quelques cadres, ça reste vraiment Décembre, très hein. solide. Décembre? Non. 29 décembre, match nul à Clermont. Oui, non, mais plus perdu. Oui, et là, t'avais dit 29 septembre, c'est pour ça, mais Oui, c'est non, 29 décembre. non, mais ils ont plus perdu parce qu'à Clermont, ils ont fait match nul, mais ils ont pas perdu. Oui, mais c'était en décembre, t'as dit septembre, c'est ça que je te dis en fait. Ils ont perdu en décembre? Là, ils ont Non. fait match nul en Mais décembre. oui, mais moi je te parle de la dernière fois, ils ont perdu. Olive, tu comprends Ah, rien. ok. Non, mais parce que j'étais. En fait, je préférais. Excuse-moi, je te coupe, c'est vrai que c'est moi du. Moi, on va dire que là où je suis le plus pessimiste, au vu de l'état de forme, c'est le Stade Rochelais. Parce que, au vu de leur état de forme, ils ont fait, je crois, sur les 5 derniers matchs, ils ont une victoire et 4 défaites. Et ils ont un calendrier compliqué. Et Bordeaux, je pense que de tous, c'est ceux qui ont le calendrier le plus compliqué. Parce que, hormis bon, la réception de l'USAP au prochain match, après, c'est Castres, ils reçoivent Lyon, ils reçoivent le Stade Toulousain et ils vont jouer le dernier match à La Rochelle. Alors, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils vont recevoir les plus gros matchs, mais ils ont le calendrier le plus compliqué, je pense, de tous ces potentiels qualifiés à la 6e place. Ouais, justement, Bordeaux, c'est vrai que pour l'instant, ils y sont dans les 6 hein, si je me trompe pas. Après, voilà, je pense qu'on est un peu tous d'accord, comme je disais tout à l'heure, pour mettre Toulouse, Clermont, Castres, le Racing et Lyon dans les 5. Maintenant, il reste une place. Et c'est vrai que je rejoins Vincent sur ce point-là. Je pense que la dernière place qualificative se jouera entre Bordeaux, le Stade français, La Rochelle et peut-être Montpellier. Ça dépend des points de vue. Mais voilà, Enfin, que pensez-vous en tout Moi, cas, pour vous, dans ces 4 clubs-là? Qui finira 6ème et pourquoi? Clément, si tu veux commencer. Moi, je voulais, alors pour le qui finira sixième, c'est difficile de dire. Juste, je voulais intervenir sur le fait qu'on parle beaucoup de calendrier facile, calendrier difficile. Je trouve qu'on enterre peut-être un peu vite entre guillemets, le bas de classement du top 14 qui, on sait, les équipes qui jouent le maintien comme ça font toujours des fins de saison qui peuvent être assez bonnes. On se souvient d'Oyonnax l'année dernière qui avait fait une remontée, Agen aussi. Je pense qu'Olive en parlera sûrement mieux que moi, mais Agen, enfin, ça peut être un peu les arbitres du coup de cette dernière place, puisque les déplacements et se déplacer à Armandie, c'est pas si facile et c'est peut-être ça qui va faire la différence. Comment est-ce que ces équipes-là vont réussir à gérer les matchs contre entre guillemets les petits. Après, si moi je devais si je devais parier, si je vais choisir une équipe, je choisirais pour Bordeaux. Je pense qu'ils ont fait une saison assez complète. Ils sont réguliers sur leurs matchs. À domicile, quand même, c'est très difficile de les prendre. Ils ont des joueurs qui arrivent à maturité et qui arrivent à s'imposer. Alors, est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? On sait que Bordeaux, on aime bien se foutre de leur gueule parce qu'ils ont toujours du mal à finir et ils finissent toujours à une couille près, quoi. On se souvient de la pénalité de Boxis qui les fait sortir du top 6. Donc, si je devais choisir, je choisirais Bordeaux. Et toi, Vincent? Moi, je reste, je pense, sur Montpellier. J'ai vraiment, enfin, ils m'ont fait vraiment forte impression sur leurs 2 derniers matchs. J'ai l'impression que la patte Cotter est en train de prendre, même si voilà, s'ils ont un petit train de retard, mais bon, voilà, les cadres aussi sont en train de se réveiller. Le retour peut-être des internationaux comme Picamol qui a fait beaucoup de bien à Pau notamment. Je pense moi, c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus impressionné, d'autant plus que ce soit La Rochelle ou Stade Français. J'ai l'impression que La Rochelle coince. Là, ils sont en train de vraiment de dégringoler depuis par rapport
il y a 2-3 mois où ils étaient quand même troisième, ils talonnaient même presque le top 2. Là, voilà, La Rochelle, pour moi, je pense que cette année, c'est fini pour eux, ou c'est en train de, voilà, ils sont en train d'exploser. Bordeaux, oui, comme vous disiez, je vous rejoins complètement, ils soufflent le chaud, le froid. Ça peut être des matchs assez exceptionnels avec un Radradra qui est sur une autre planète, et puis par moment, voilà, ils vont passer complètement au travers. Voilà, pour moi, je mettrais vraiment une pièce sur Montpellier. C'est intéressant. Ouais, il faut savoir que Montpellier donc, est à 46 points, 9e à 46 points, c'est 6 de moins que Bordeaux qui est donc 6e. Voilà, c'est vrai que voilà, je vous rejoins assez sur tout ce qui a été dit, c'est très très correct. Avec ouais, le stade Rochelais qui est en train de dégringoler. Il faut pas oublier quand même qu'ils ont des joueurs d'expérience et que aussi leur saison c'est les montagnes russes, hein, parce que tu as parlé il y a 2-3 mois ils étaient 3e, mais cette place de 3e elle fait aussi suite à une belle série de victoires parce qu'au début de la saison ils étaient pas si bien que ça, hein, nos amis Rochelais. Donc c'est vrai que voilà, c'est vrai que cette 6e place va être vraiment comment dire, difficile à accrocher pour chacun de ces quatre clubs. Voilà, en plus c'est vrai que c'est quatre gros clubs pour une seule place, donc c'est vrai que ça réduit quand même fortement les chances de chacun. Personne m'a parlé du Stade Français. Olivier. Bah si, justement, ça tombe bien parce que moi, j'allais faire justement, on n'est pas d'accord parce que moi j'allais vous dire c'est le Stade Français que je vois en sixième. Parce que, alors bon, avant d'expliquer ça, c'est vrai que Clément avait raison de souligner le point, de dire que les petits vendront chèrement leur peau et qu'on ne faut peut-être pas les enterrer très vite. Mais quand je regarde Grenoble, Grenoble ne répond plus. Grenoble, ils ont pu gagner un match depuis fin décembre et Ouais, ils c'est ont vrai. encore perdu à l'USAP ce week-end. Donc je dis Grenoble, ça ne répond plus. Et Agen, qui aujourd'hui a 9 points d'avance sur Grenoble, je pense que eux, ils vont chercher une victoire à la maison. Alors, à la maison, ils joueront Lyon, Castres et Racing, ce sera compliqué, mais ils essaieront d'en chercher une. Et puis, on aura le Grenoble-Agen qui déterminera, on va dire, le maintien. Donc, après, Agen, Grenoble, enfin, ça sera même compliqué pour eux d'arbitrer parce que justement, dans le Money Time, les équipes vont vraiment chercher à prendre le dessus. Et moi, donc, je vous dis, sur le sixième, moi, ce serait le Stade français. Le calendrier bordelais, quand même, pour eux, me fait un peu peur. Il y aura vraiment que des gros. Et Bordeaux, on sait que c'est un mal récurrent qu'ils ont depuis de nombreuses saisons, c'est de ne pas arriver à conclure. Ce sont un peu les Jean-Claude Duss du top 14. Hein. C'est que la conclusion est parfois un peu compliquée pour eux. Et La Rochelle, euh, pareil, je ne sais pas pourquoi je ne les vois pas y aller. Il va y avoir quelque chose, on va dire, l'état de forme Bah est là, pas pour eux en ce moment. Donc, ouais, ouais, Stade français, au vu du calendrier qu'ils ont, comme je disais en introduction, ils vont jouer les trois matchs face à l'USAP, face à Grenoble, Agen et la section paloise. Et en plus, il y a un derby francilien, on sait que ça, ils en font pas cadeau. Donc, je les vois bien aligner au moins 4 victoires sur 6 et donc se qualifier à la sixième place. c'est vrai que tu parlais de La Rochelle, donc déjà la spirale est négative, il y a un gros calendrier, hein. Ils se déplacent à Castres dans 2 semaines, bon, ils se déplacent à Perpignan, ils reçoivent Toulon, et leurs 3 dernières journées sont absolument incroyables. Ils reçoivent Toulon, après ils vont à Lyon, et dernière journée, il y a un choc face à Bordeaux, qui fera suite à un choc entre Montpellier et les Stades français à la 25e journée, et ces deux matchs-là, aux 25e et 26e journée, peuvent valoir très très cher. Alors voilà, après on n'est pas devin, et puis il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici un mois et demi, donc on peut pas trop se projeter, mais c'est vrai que tous vos avis sont assez intéressants à entendre, voilà, que ce soit le Stade français, Bordeaux, La Rochelle ou Montpellier, la bataille fera rage. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on passe à Damien Penaud. Moi, je voulais Oui, juste, ouais, moi j'ai parlé avant, c'est moi qui le dis. Je voulais juste, je rejoins Vincent sur Montpellier. Si il me dit qu'ils ont fait une forte impression, on enterre un peu Montpellier, mais si on se souvient quand même l'année dernière, on voyait vraiment pas Castres battre Montpellier. Montpellier a dominé absolument toute la saison. Et même si là, depuis ce début de cette année, ils ont un manque de confiance qui est assez incroyable. On les a vu faire des non-matchs absolument affreux. Si jamais ils relancent la machine et que ça repart, effectivement, Montpellier, la remontada, c'est pas, faut pas les enterrer effectivement. Donc, je suis d'accord avec Vincent sur ce coup-là, sur les impressions des 2 derniers matchs. Il faut qu'ils arrivent à continuer comme ça, quoi. oui, alors après Montpellier, faut pas oublier, comme je disais, si on a des équipes qui alignent 4 victoires, Montpellier, il faudra que sur 6 matchs, ils en alignent 5, voire et 5 avec des bonus. Donc ça me paraît quand même de partir quand même de très loin, malheureusement. Je crois Ouais, qu'ils je ont suis raté le d'accord, hein. coche à un moment donné. Comme on dit, si le Stade français gagne 4 matchs ou Bordeaux en gagne 4, ça veut dire que oui, il faudra faire un sans faute.
Après, le sport, bon, on a toujours vu qu'il y avait des surprises. Non, moi, si je voulais ajouter un petit point, c'était juste niveau maintien. Si vous avez des impressions, est-ce que le maintien est fait ou est-ce que justement Agen-Grenoble, ça va encore un peu se tirer la bourre? Moi, je pense que le maintien est fait. Perpignan va faire 14. Grenoble, effectivement, comme tu l'as dit, ils répondent plus. Ils sont sur une série de défaites absolument incroyable. Et voilà, 9 points d'avance, c'est quand même compliqué. On parlait de Montpellier, tu parlais de Montpellier qui avait un train de retard pour les 6 avec 6 points de retard. Là, 9 points de retard pour Grenoble, vu la spirale et puis vu le calendrier, à mon avis, ça sent quand même le roussi. Donc pour moi, il n'y a pas trop de suspense à cet étage-là. Et puis, pour moi, il y a aussi une différence en termes de jeu, peut-être aussi de confiance entre Agen et Grenoble. Agen, c'est une équipe voilà, qui est rude, qui est difficile à prendre, comme tu disais, à domicile. Même à l'extérieur, ils s'accrochent. Que Grenoble, ouais, enfin, pour moi, ça y est, pour eux, ils sont déjà basculés, à mon avis, en mode barrage. Ils vont essayer voilà, de garder cette 13e place et de ne pas voir Perpignan revenir. Mais je pense, oui, que le maintien est fait. Ouais, parce que c'est vrai que je viens de jeter un coup d'œil au classement, mais Perpignan, mine de rien, avec sa victoire de ce week-end face à Grenoble, est plus proche de Grenoble que Grenoble d'Agen. Hein. C'est ce que j'allais dire, justement, j'allais enchaîner là-dessus. Parce que, bon, on peut espérer que pour eux, que Perpignan gagne encore un match. Ils ont quand même pas lâché de la saison. Ils ont fait un gros match contre Grenoble. Là, j'ai leur calendrier sous les yeux. Ils se déplacent quand même pas mal pour les 2 prochains matchs à Bordeaux et à Lyon. Ça va être compliqué. Ils reçoivent La Rochelle. Alors, est-ce qu'ils peuvent espérer battre La Rochelle sur un coup d'orgueil avec justement La Rochelle, comme on le dit depuis le début, qui est un peu en dedans en ce moment. Et après, si Grenoble ne gagne pas et qu'ils arrivent à revenir à 3-4 points, il leur reste voilà, le match de l'exploit. Ils reçoivent le Racing qui sera peut-être potentiellement en demi-finale de Champions Cup, qui peut être fatigué à ce moment-là. Et ils finissent par un déplacement à Toulouse, qui sera sûrement premier, et pareil, peut-être avec la Champions Cup. Donc Perpignan, bah, bon, j'y crois pas trop, hein, mais pourquoi pas? Ouais, c'est vrai. Bah, après, moi, c'est parce que, excuse-moi, je demande votre avis, c'est parce que à 3 journées de la fin, on a Grenoble qui recevra Agen. Donc, est-ce que d'ici là, ça pourrait pas justement être le match de la 13e place? Ouais, faut voir. Moi, je pense pas hein, qu'Agen soit dans la zone rouge à l'issue de cette saison. Mais bon, après, tout est possible. Hein. Bon, bah Ça sera alors, compliqué, question ouais. maintien, on a fait le tour, alors j'ai l'impression. Bon, bah, en tout cas, cette fin de saison devrait être très intéressante à suivre à tous les étages avec encore de beaux chocs d'ici la 26e et dernière journée de la phase régulière. Et donc, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Je crois qu'on notre prochaine émission sera à 3-4 journées de la fin, même 2 ou 3 journées de la fin. Donc, on aura vraiment là pour le coup l'occasion de faire des pronostics sur les 2-3 dernières journées et puis de se projeter tranquillement sur les phases finales avec qui pour nous sera le principal favori à la succession du astre olympique. Si vous le voulez bien, on va maintenant passer à Damien Penaud. Donc voilà, c'est notre focus joueur de l'émission. Voilà, on aurait pu en choisir d'autres, hein, comme Enzo Selponi notamment, qui fait une grosse saison avec Perpignan, on n'en parle pas beaucoup. Mais voilà, comme le tournoi vient de s'achever et que Damien Penaud a été une des rares satisfactions françaises, on va plutôt se porter sur Damien Penaud, qui a encore fait d'ailleurs un gros match ce week-end en club. Messieurs, est-ce que vous pensez que Damien Penaud représente l'avenir du 15 de France? Ou en tout cas, est-ce qu'il incarne cet aspect un peu de renouveau et de fraîcheur qu'on attend tant au sein du 15 de France? Clément, si tu veux commencer sur ce débat. Ouais, bah alors, moi, assez clairement, je pense qu'effectivement, c'est le renouveau un peu avec quand même Tamac. C'est-à-dire que depuis quelques années, on attendait un peu des joueurs qui soient costauds, qui rentrent dedans. Je pense à Tuisova, bon, il n'est pas français, mais tu vois, c'est des ailiers un peu costauds, même Raka, qui font des dégâts. Et finalement, on se rend compte que des types comme lui et comme Tamac, qui sont plutôt légers, qui sont plutôt, pas fluets, mais voilà, plus fins, arrive à faire des différences. Même à Twickenham, où l'équipe de France était complètement dedans, il a su créer des décalages et battre des défenseurs. Donc voilà, il a 22 ans. Il a gagné une finale de top 14 avec Clermont. Même quand son équipe brille pas, il est performant. Il a su répondre sous le jeu au pied des Anglais et des Irlandais. Donc je suis voilà, à fond derrière ce joueur. Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir un peu à changer le jeu de l'équipe de France avec des joueurs comme ça, comme lui, Ntamak, Ramos. Voilà, ça incarne parfaitement pour moi le futur de l'équipe de France.
Olivier, pour toi? Tu as pu Bah t'as écoute, pu le regarder ce quand, week-end, à mon avis, et ouais, constater les dégâts. quand j'écoute Clément, j'ai l'impression qu'on part sur une équipe de France qu'on appellerait une équipe de France de fils d'eux, hein. Euh, puisque Ntamak, Penaud, on sait qu'il va y avoir Roumat aussi qui va commencer à taper à la porte. Donc non, non, oui, on va dire que pour l'instant et sur ce qu'on a vu sur le tournoi des destinations, Damien Penaud représente au mieux la future génération du 15 de France, celle qui est censée nous amener à la Coupe du Monde 2023, on va dire. C'est un objectif clair et annoncé. On va pas se mentir. Il faudra bien figurer dans cette Coupe du Monde dans 4 ans et demi. Et ces joueurs-là, qui aujourd'hui ont 22 ans, auront un très bel âge, 26, 27 ans, à cette période-là. Et ce sera un des meilleurs âges du rugbyman. Donc oui, oui, je suis plutôt confiant par rapport à Damien Penaud. Je pense qu'il peut s'installer pour une belle durée en équipe de France, à l'image par exemple de certains autres joueurs qui sont arrivés jeunes et qui sont restés un petit moment. Après, je dis toujours attention. Attention, quand on sait pas que je ne crois pas aux qualités de Damien Penaud, mais on ne sait jamais avec les blessures ou on ne sait jamais ce que le rugby nous réserve. Par exemple, quand il y a 10 ans, je me souviens, on nous avait vendu que Trinduc, Para, c'était l'avenir et la charnière pour les 10 ans à venir du 15 de France. On voit aujourd'hui dans les faits que ce n'a pas été le cas. Donc je reste toujours un peu, on va dire, wait and see, mesuré. Même si très personnellement, oui, je pense que Damien Penaud, de par son comportement sur le terrain, de par les décalages et puis ses courses, son impact sur le jeu, peut être l'ailier d'avenir du 15 de France. Je dis toujours, là, restons quand même mesurés, ne nous emballons pas. Mais en tout cas, oui, c'est une très belle promesse. Ouais, bah ouais, comme tu le. Et puis moi, il y a aussi un aspect que je rajouterais que vous n'avez pas forcément évoqué, c'est la vision du jeu. Parce que voilà, je pense que c'est un joueur qui est très intelligent sur le terrain. On a pu le voir notamment à Twickenham, même si l'équipe de France a pris l'eau. Le nombre de fois où il a été sollicité sur son côté droit, à mon avis, s'il n'avait pas été là, on en aurait pris 65 des points, ou 70, hein, mais voilà, c'est un joueur qui fait rarement les mauvais choix. On l'a vu même sur l'essai sur lequel il est impliqué ce week-end, hein, où le ballon est tapé haut et puis juste il la remet pour que son coéquipier puisse se saisir du ballon en bord de touche et l'aplatir. Voilà, je pense que c'est vraiment un joueur qui, entre guillemets, pue le rugby, voilà, qui sent vraiment bien le jeu et il a une palette technique qui est vraiment intéressante. Vincent, si tu as un avis là-dessus. Oui, bien évidemment, je pense que ça faisait longtemps peut-être qu'on n'avait pas eu un tel joueur, un facteur X vraiment. Un joueur qui est capable sur un crochet, sur une accélération, de trouver la solution, le décalage, de gagner la ligne d'avantage, de faire avancer. Et puis c'est vrai qu'il a une palette technique qui lui permet de faire des passes après contact, peut-être de jouer au pied intelligemment. Voilà, c'est vrai qu'il pue le rugby. Après, bon, bien évidemment que c'est le futur, mais il va falloir voir aussi par rapport au comment va évoluer le 15 de France, le rugby français. Ça déborde un peu sur le prochain sujet. Mais voilà, est-ce qu'il va avoir les moyens comment dire, est-ce qu'on va lui donner les moyens de, d'avoir une équipe qui va jouer, qui va être capable d'écarter des ballons, d'enchaîner les temps de jeu comme peuvent faire les Anglais, les Irlandais ou les Gallois. Parce que il peut être décisif sur une action, mais il faudrait qu'il le soit, qu'il ait la possibilité de le faire sur 3, 4, 5, 6 actions dans un match et pas qu'une seule fois, comme il a pu le faire par exemple en Angleterre, où ça a été vraiment une seule ou deux fois où vraiment il a fait avancer. Mais voilà, est-ce que ça sera possible pour lui peut-être d'apporter encore plus grâce à peut-être un jeu de collectif mieux huilé, avec des décisions prises voilà, un peu plus haut pour permettre à l'équipe de France de retrouver peut-être comment dire, une prestance digne des standards internationaux. Ouais, t'as raison, hein. T'as raison, parce que c'est vrai que t'as bien raison de parler du match de l'Angleterre. Bon, après, au bout de 20 minutes, ils étaient tous capot ouverts, hein. Mais je pense qu'il va falloir continuer à s'épaissir au niveau physique et sur la multiplication des temps de jeu. Car on a bien vu que quand les Anglais, les 20 premières minutes, ils avaient un plan très clair. Ils avaient capté Penaud et pendant 20 minutes, on a joué que sur lui, que sur lui, que sur lui. Et on l'a bien vu, le pauvre, ça a été très compliqué et il a un peu explosé à passer 20 minutes. Donc oui, voilà, il va falloir. Mais après, il n'y a pas que lui, hein, mais je pense qu'il va falloir aussi niveau physique qu'on continue, on va dire, à s'épaissir sur le foncier pour pouvoir jouer à des matchs à haute intensité plus longtemps. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Damien Penaud? Ou on a fait Ouais. un peu le tour? Voilà, c'est vrai que sur les joueurs, c'est peut-être un peu moins fourni et on a peut-être fait un peu plus rapidement le tour que sur un club, par exemple.
Clément, tu avais quelque chose à dire? Ouais, je voulais aussi ajouter qu'il a aussi profité du fait qu'il y ait assez peu de concurrence à l'aile, malgré la nationalisation de Raka. Ça fait voilà Raka, Teddy Thomas qui revient un peu en forme en ce moment, mais on sait qu'il est toujours sujet à des blessures. Ça fait pas beaucoup de d'ailiers pour ce poste, donc ça va aussi lui profiter et c'est pas mal parce qu'il va pouvoir peut-être faire des erreurs, apprendre, si jamais. Comme tu disais, Olive, on sait jamais, il peut toujours passer des choses. Et si jamais il se rate un peu et qu'il a toujours de la place pour rester en équipe de France, ça peut lui permettre de s'installer et c'est tout bonus pour lui. Et peut-être aussi, si je peux rajouter par rapport à un Teddy Thomas, je pense qu'il est meilleur défenseur qu'un Teddy Thomas ou peut-être qu'un ailier, même comme bon, Raka, peut-être pas, mais voilà, je trouve meilleur défenseur. Et puis c'est vrai que voilà, il a une telle lecture du jeu qu'il est, enfin, pour moi, c'est un des meilleurs ailiers français, si ce n'est le meilleur en ce moment, quoi. Ça, c'est sûr qu'il défend mieux que Teddy Thomas. Il n'y a pas de, il y a pas de doute, même s'il s'améliore un petit peu. Il s'améliore un petit peu. Voilà, il a encore une marge. Et puis, il a 22 ans. Il a 3 ans de moins que Teddy Thomas. Donc, une marge de progression qui est meilleure. Et en tout cas, un truc qu'on n'a pas évoqué aussi depuis le début sur lui, c'est qu'il a quand même été quand même au centre l'année dernière. Et il a su se faire une place à l'aile très rapidement. Et ça justifie ce que vous disiez tout à l'heure sur son intelligence de jeu. Si il peut changer de poste comme ça aussi facilement à ce niveau-là, c'est qu'il y a une certaine intelligence derrière qui lui permet d'évoluer et de rester dans la continuité à ce niveau-là. Ouais, bien, messieurs, merci. On va refermer la page Damien Penaud, mais on va vite rouvrir celle équipe de France juste après une petite coupure musicale qui va nous permettre de tous nous réhydrater avant donc d'attaquer le débat sur le 15 de France, ainsi que le preview sur les quarts de finale de Challenge Cup et de Champions Cup. À tout de suite. Nous revoilà dans Mêlée à 5, votre émission rugby sur la radio 100% live de wisportfr.com. Je suis toujours avec Olivier, Clément et Vincent.
On va désormais, messieurs, s'attaquer au débat sur le 15 de France. Voilà, on va pas forcément s'éterniser parce qu'on en a eu des dizaines et des dizaines de débats sur le 15 de France dans tous les médias de France. Voilà, est-ce que, selon vous, voilà la question que je vais vous poser, quelles sont vos solutions concrètes pour le Stade de France, pour l'équipe de France, pardon. Je vais vous énoncer juste d'abord 2-3 chiffres qui peuvent, à mon avis, être importants et intéressants à apporter au débat. Faut tout d'abord savoir que le temps de jeu effectif en top 14 est de 33 minutes contre 39 minutes par exemple lors du 6 Nations. Donc on peut se demander si le championnat de France ne semble pas, prépare réellement ces joueurs à tenir le rythme des rencontres internationales ou pas. On peut aussi voir que 40% de joueurs étrangers sont présents dans le championnat, ce qui empêche potentiellement le développement de jeunes joueurs français, même si on a des nouveaux jeunes joueurs qui émergent, comme par exemple Kamisha, Antoine Dupont, Romain Ntamak, Félix Lambey ou encore, on l'a dit, Damien Penaud. Voilà, donc on parle cette semaine dans la presse de Gatché ou Ogara qui pourrait éventuellement rejoindre les Bleus pour le mondial ou après le mondial. Et donc d'un sélectionneur qui sera annoncé avant la Coupe du Monde, qui pourrait être Warren Gatland, en charge donc d'emmener cette équipe et cette jeune génération de joueurs au mieux jusqu'à la Coupe du Monde 2023 qui se déroulera en France. Vincent, est-ce que tu veux commencer à ouvrir là-dessus ? Alors oui, alors déjà, moi je suis assez, comment dire ça, pas que ça me choque, mais ça me fait bizarre d'entendre Laporte qui dit qu'il il va annoncer le nouveau sélectionneur avant la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'en fait, on fait vraiment une croix sur cette Coupe du Monde 2019, donc je trouve ça quand même assez bizarre, que ce soit dans les autres sports, et on a vu que dès qu'il y avait des sélectionneurs qui étaient annoncés avant une grosse compétition, derrière c'était souvent la débâcle. Donc voilà, déjà, ça me fait un peu bizarre. Après, derrière, le problème est profond, le mal est profond. Voilà, tu as tout à fait bien énoncé, que ce soit le championnat, que ça soit les jeunes joueurs qui ne jouent pas, voilà. Et puis, on n'a pas construit un championnat autour de l'équipe nationale comme ont pu le faire les Gallois, comme ont pu le faire les Irlandais. Pourquoi ne pas aller chercher aussi ce qui marche en Angleterre, parce qu'ils ont un championnat très compétitif. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'aller peut-être leur prendre ce qui marche. Et je ne suis pas persuadé que de prendre même un Warren Gatland qui est un des sélectionneurs, un des meilleurs au monde, je ne suis pas persuadé qu'avec ce système de fonctionnement au niveau du 15 de France, je ne suis pas persuadé que ça change grand-chose. Voilà, s'il faudrait des réformes bien plus profondes, des réformes structurelles au niveau de l'organisation et voilà, de l'organisation générale, on va dire, entre que ce soit le sportif, que ce soit le côté plus présidence, voilà. C'est malheureusement, je pense que on se répète dans tous les cas, on se répète à chaque fois, mais pour moi le malaise est vraiment profond et ça prendra des années avant que ça puisse changer. Olive, tu es peut-être le chroniqueur le plus remonté ici. Est-ce que tu peux nous faire part de tes états d'âme, s'ils en sont, pour ce 15 de France ? Non, mais quand j'écoute tes chiffres, si je comprends bien, on est en train de nous accuser et de mettre le top 14 comme le responsable de tous les maux de l'équipe de France. Alors oui, il y a le top 14 a une part dans ce constat d'échec, mais je ne pense pas que ce soit le seul responsable. Je veux dire, et je rejoins Vincent, l'amateurisme dont fait preuve la Fédération française de rugby depuis un certain temps, pour moi, en est aussi une des principales causes à équivalence avec le top 14. Et j'ai envie de dire que le point d'orgue dernièrement, c'est d'arriver et de nous dire qu'on va annoncer un sélectionneur avant une Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on va annoncer quelqu'un pour la prochaine Coupe du Monde, avant même la Coupe du Monde qui sera jouée. En gros, c'est un camouflet, c'est admettre publiquement que Jacques Brunel n'est pas l'homme de la situation, hein, je sais qu'il a un contrat jusqu'au tournoi 2020, mais on annoncera déjà un futur sélectionneur. Donc on sait déjà que Jacques Brunel, ce n'est pas l'homme de la situation pour cette Coupe du Monde. Mais on ne va pas le changer de suite, on va le laisser. Donc c'est-à-dire, on nous dit, de toute façon, ça oui, on fait une croix sur cette Coupe du Monde. Le 15 de France, de toute façon, ça ne marchera pas pour l'instant. On va se concentrer sur la prochaine. Jacques Brunel, on va le laisser finir quand même, ça ne se fait pas. Et je trouve que on n'a pas fait preuve de la même mansuétude pour Guy Novès quand il a été plutôt, on va dire, viré comme un malpropre, hein, autant dire les choses.
en l'accusant de mauvais résultats et de fautes graves pour ces mauvais résultats. Et là, on nous dit on va prendre un nouveau sectionneur car Jacques Brunel ne peut pas maîtriser la chose. Mais non, au nom des sacro-saints valeurs de l'Ovalie, on ne va pas le virer avant une Coupe du Monde, ce serait un peu malvenu. Mais comme je dis, oui, sur Guinoves, on n'a pas vraiment eu la même mensuétude. Donc, se pense que la Fédération française a vraiment beaucoup de choses à faire et de remise en question à aborder en interne. Et d'ailleurs, je suis plutôt assez content de la liste dissidente, ou au moins de ce que sont en train de faire de nombreuses anciennes gloires du 15 de France, à essayer de monter un nouveau projet pour l'équipe de France et pour la fédération dans le cadre des prochaines élections. Je trouve que le fonctionnement de la fédération ces derniers temps est très, très, très bizarre. Ça fonctionne un peu en mafia. On a l'impression un peu que c'est l'omerta par moment. Donc oui, on peut plutôt remonter contre la fédération. Après, le top 14, oui, on sait très bien que le temps de jeu effectif est un gros souci. Quand on regarde ce qui s'est joué sur le tournoi destination, on a dit ouais, c'est 39-40 minutes. En Coupe d'Europe, pareil. On regarde moi et vous aussi d'ailleurs, quand on regarde beaucoup les championnats, le Guinness Top 14, le Super Rugby, le championnat d'Angleterre, on est sur des temps de jeu effectif de 10 minutes de plus que notre championnat de France. Et c'est vrai que regarder un match du top 14, par moment, c'est une tannée pas possible. On arrête le jeu en permanence. Pour jouer une mêlée, il faut 10 minutes. L'arbitre, maintenant, on a le micro, tout le monde entend, mais alors on a l'impression des fois ils sont en représentation, ce sont des one-man shows où on écoute l'arbitre pendant je ne sais combien de temps, et on coupe, et le jeu est cassé. Et pour jouer une mêlée, maintenant, il faut 5 minutes à chaque fois. Ça aide pas, et du coup, on le voit, le 15 de France, quand il se déplace dans le tournoi destination, les capots sont ouverts dès la première mi-temps. Donc, il y a ce problème de temps de jeu effectif. Après, je ne pense pas que les étrangers soient réellement le problème du top 14. Ça aussi un apport non négligeable d'avoir des étrangers sur la formation pour former nos jeunes joueurs. Et il y en a qui apportent beaucoup. Je pense que le problème n'est pas forcément sur les étrangers, mais sur d'autres choses. Ouais, bah après, il y a aussi les traditionnels GIF, hein, où les clubs sont obligés d'en avoir dans leur club afin d'assurer le développement de leurs jeunes joueurs français. Mais ouais, voilà, c'est vrai que vous avez été assez complet. Olivier, tu as repris l'idée du fait que le temps de jeu effectif était très très faible en top 14 et que du coup, les joueurs soient peut-être pas habitués à garder le rythme, notamment quand ils se déplacent en Angleterre, en Irlande ou même en Écosse ou au Pays de Galles, hein. Et voilà, et puis vous avez aussi parlé de la fédération, effectivement, où le problème en interne, on a eu plus l'impression que parfois c'était plus du copinage qu'autre chose, hein. Je parle notamment entre Brunel et Bernard Laporte, voilà, ce qui explique peut-être qu'il lui laisse la Coupe du Monde entre guillemets parce que ça se fait pas, comme tu le disais Olivier, par rapport à un Guinoves qu'ils ont viré d'une manière assez contestable. Je sais pas ce que. Bah oui, sachant que le projet Noves, alors oui, on avançait pas forcément vite, mais je trouve qu'il y avait des choses qui se mettaient en place doucement. Guy Noves, qui est quand même un monsieur du rugby français, n'en déplaise à certains, moi qui ne suis pas toulousain pourtant, mais je veux dire, quand on a gagné 4 Coupes d'Europe, qu'on a été nombreuses fois champion de France et qu'on a un peu mis Toulouse sur la carte du rugby mondial, en équipe de France, je pense qu'il méritait une autre fin. Et comme on voit là les résultats qu'on a avec Jacques Brunel, et j'ai rien de personnel contre Jacques Brunel, je pense que c'était un très, très bon entraîneur, mais qui était bon avec une génération précédente, une génération où il avait du sautoir, des bonnaires. La génération d'avant, ouais, elle était plus dans le sens et dans le fonctionnement que pouvait avoir un Jacques Brunel, mais avec cette nouvelle génération qui n'a connu que le professionnalisme, c'est pas pareil, et c'est pour ça que non, pour moi, ce n'est pas l'homme de la situation. Bon, eh bien, on va passer. Sauf si tu veux rajouter quelque chose, Vincent. Oui, alors par rapport à Noves, est-ce qu'il n'était pas tombé peut-être dans un traquenard aussi, voilà, par rapport au fonctionnement de la fédération? Est-ce qu'il s'est pas dit peut-être c'est ma dernière chance d'entraîner l'équipe de France? Voilà, enfin je pense qu'il aurait. Enfin, voilà, moi je reste persuadé qu'il aurait peut-être pas dû accepter, mais bon après c'est notre débat, je pense. Oui, il est arrivé trop tard, je pense. Guinoves, c'était avant qu'il fallait qu'il y aille à l'équipe de France, tu as raison. Ou alors peut-être à la rigueur qu'il y soit même maintenant, hein, après la Coupe du Monde. Et à mon avis, ça aurait pu être un bon timing aussi. Mais c'est vrai que voilà, il est un peu arrivé entre deux générations et c'est vrai que ça a toujours été un peu compliqué pour Guinoves, même au niveau de la qualité de son groupe, de pouvoir réellement faire quelque chose
en équipe de France. On va passer aux Coupes d'Europe maintenant. Voilà, on a parlé top 14, on a parlé équipe de France, on va maintenant parler Coupe d'Europe avec donc les quarts de finale de Champions Cup, de Champions Cup et de Challenge Cup qui arrivent le week-end prochain. Donc les affiches, je vais vous les rappeler rapidement, j'ai un peu de mal en cette fin d'émission. Donc Édimbourg affrontera le Munster, les Saracens recevront les Glasgow Warriors, le Leinster accueillera l'Ulster, et enfin, dimanche après-midi à 16h15, on aura le droit à un duel franco-français entre le Racing Métro 92, désormais Racing 92 même, et le Stade Toulousain. Concernant la Challenge Cup, on aura un duel entre Sale et les Connacht, entre Worcester et les Harlequins, entre La Rochelle et Bristol, et enfin, le choc de ces quarts de finale aura lieu à Clermont entre l'ASM et Northampton. Messieurs, voilà, c'est le petit instant prono entre guillemets. Je pense qu'on va surtout s'intéresser au match entre le Racing et le Stade Toulousain. Comment voyez-vous cette rencontre entre deux des équipes les plus en forme du championnat de France? Olivier. Mais écoute, je vais laisser la parole à Clément. Je sais qu'il avait hâte d'en parler, mais oui, j'ai pas mal de choses à dire aussi. Mais bon, tiens, je vais laisser un peu Clément s'introduire sur le débat. Alors, merci Olive pour me laisser la parole sur ce match. Ça va être génial cette confrontation entre les deux clubs parce que effectivement le Stade Toulousain marche sur l'eau en ce moment, comme tu l'as dit tout à l'heure, Grégoire. Ils n'ont pas perdu depuis septembre. Ils ont perdu contre le Leinster là-bas en Champions Cup, mais bon, qui ne perd pas en Irlande. Et le Racing, il se met un peu en difficulté peut-être ces derniers temps, mais qui seront à domicile. Et surtout, on les connaît, ils sont capables de hausser leur niveau de manière assez sensationnelle quand ça arrive sur les dernières journées de Top 14 et de Champions Cup, quand les matchs comptent. L'année dernière, ils avaient fait une finale. On se souvient, ils avaient éliminé le Munster de façon très, très simple. Ils seront à domicile. Ça va être assez intéressant. On voit tout le monde voit le Stade Toulousain gagner, je pense. J'ai hâte d'entendre ce que vous pensez. Je mettrais bien une petite pièce quand même sur le Racing. Olivier, du coup. Ou Vincent, hein, comme vous voulez. Vous avez carte blanche sur ce débat. Moi, je suis assez d'accord avec Clément. Pourtant, Dieu sait que Toulouse, voilà, c'est une équipe qui envoie du jeu, qui impressionne, qui m'impressionne depuis le début de saison. Ils ont retrouvé, voilà, le jeu à la toulousaine, le jeu de main, etc. Mais c'est vrai que le Racing, c'est quand ils ont décidé d'être une machine et d'enclencher la première, ils sont vraiment inarrêtables. Avec, voilà, on parlait tout à l'heure de Damien Penaud comme facteur X. Là, on a un Simon Zebo qui est capable sur une accélération, un crochet, de faire la différence. Ça va se jouer évidemment au niveau de la qualité défensive, parce que voilà, on sait que le Racing, c'est grosse défense. Toulouse, cette année aussi, ont montré qu'ils pouvaient être de gros défenseurs. Mais voilà, je pencherai également peut-être un petit peu plus pour le Racing, même si ça va se jouer évidemment à pas grand-chose. Voilà. Ça va pas être une grosse victoire d'un côté ou de l'autre, je pense. Bah ouais, moi je vous rejoins un peu sur le Racing, hein. C'est vrai que moi je pense que c'est plus le facteur de l'expérience, voilà, qui pourrait éventuellement jouer dans cette rencontre. Voilà, c'est deux équipes qui sont chacune dans leur style très très proches. Voilà, après Toulouse c'est très très joueur. Ça nous a montré aussi que cette saison que c'était vraiment solide et vraiment réaliste quand il le fallait. Maintenant, voilà, je pense que le Racing à domicile est une valeur entre guillemets sûre. C'est aussi je pense, un tremplin pour eux afin de se lancer au mieux dans ce sprint final en top 14 que de se qualifier pour les demi-finales. Et une Coupe d'Europe d'ailleurs dans laquelle ils ont souvent performé, hein, on l'a rappelé, une finale face aux Saracens perdue il y a quelques mois. Mais voilà, Olivier, si tu veux soit compléter le carré de pronostic Racing Men, soit nous contredire et parier sur une victoire du Stade Toulousain. Eh bien moi, écoutez, ouais, je vais vous rejoindre, honnêtement, pour diverses raisons que je vais vous expliquer, hein. Pour moi, le Racing, alors même si Toulouse, on l'a dit depuis leur match nul contre Clermont, c'est victoire permanente avec que ce soit domicile extérieur. Cette année, ils ont perdu qu'un match, et Clément l'a dit, contre le Leinster à l'extérieur. Donc un Stade Toulousain très performant, mais il y a des éléments vraiment qui me donnent envie de croire plutôt au Racing sur ce match.
Tout d'abord, alors sur un aspect un peu, on va dire, purement technique, c'est ce stade, cette arena et ce terrain synthétique, je pense qu'il faut s'y habituer. Et le Racing qui joue tout le temps a déjà plus l'habitude de jouer sur cette pelouse que le Stade Toulousain. Et c'est vrai que il faut quand même s'y faire à ce synthétique. Et donc du coup, ça c'est déjà un petit plus. C'est pas grand-chose, hein, mais c'est un petit plus en faveur du Racing sur un match qui va être très serré. Et après, sur un autre aspect, c'est que le Stade Toulousain, cette année, on va dire qu'ils ont besoin de remettre l'église au milieu du village. Et je pense que l'objectif du Stade Toulousain, c'est le top 14. Et ils vont être vraiment, vraiment focus sur ce top 14 en termes de motivation. Toulouse, je crois qu'ils n'ont pas gagné depuis 2012 le championnat. Donc, c'est vraiment, vraiment leur objectif numéro un. Et côté Racing, à l'inverse, cette Coupe d'Europe, c'est 2 finales perdues en 3 ans. On sait que c'est un objectif annoncé, ça leur échappe et ils vont vraiment avoir envie d'aller le chercher. Donc, en termes de motivation, je ne pense pas qu'on va dire que Toulouse ne sera pas motivé, hein, mais le Racing a plus de- d'éléments pour concernant ce quart de finale sur des petits détails extérieurs, comme je vous disais, que ce soit la pelouse ou la motivation. Le Racing, en plus, on va dire qu'à domicile en Coupe d'Europe cette année, ça a été très très solide. Donc je vois bien les Racingman s'imposer chez eux. Et comme je vous dis, Toulouse vraiment se concentrer sur le championnat, sachant qu'ils souhaiteront justement ne pas reproduire l'erreur, enfin l'erreur non, enfin, mais le parcours du Racing l'année dernière, c'était savoir jouer sur les 2 tableaux et finalement se retrouver avec rien au bout, avec une défaite en demi-finale de championnat et une défaite en finale de Coupe d'Europe. Il y a quand même un élément où il faut que peut-être les Racing se méfient. Ils ont perdu contre Toulouse au mois de février, il me semble, et ils avaient une défense assez compliquée. Donc, effectivement, Vincent, tu as dit que les Racingmen étaient très forts en défense, mais autour de Russell, ça peut être un point faible. Et Toulouse l'avait bien utilisé lors du match, un peu la match aller, si on peut dire, au mois de février. Et il va falloir qu'ils trouvent une solution. On a reçu une notif tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, Loré sera présent pour ce match. Donc, est-ce que voilà, les troisième lignes, pour protéger un peu cette zone autour du 10, autour de Russell, vont avoir un rôle important. Je ne doute pas que le Racing va faire en sorte que ça marche beaucoup mieux que lors de cette première confrontation. Mais c'est quand même, voilà, le Stade Toulousain arrive avec des armes et ils savent trouver cette faille, justement, comme tu disais aussi, Olivier, sur le synthétique. Ils sont quand même rapidement habitués puisqu'ils ont gagné ici il y a 2 mois, quoi. Ouais, mais alors après, est-ce que c'était pas un match un peu tronqué, puisqu'on sait il manquait quand même pas mal d'internationaux, hein. Oui, Allô? Ouais, Ouais, on t'a- on a eu un Mais je petit crois qu'on a problème perdu technique Clément. peut-être. Ouais. On l'a coupé en plein vol, le pauvre Clément. Ouais, bah, ceci dit, ce qu'il disait, c'est vrai, hein, le Racing et tout le Stade Toulousain est la dernière équipe à avoir battu le Racing à domicile, il me semble, cette saison, sur le score de 34-29. C'était le 17 février. Oui, mais après, quoi, comme je te disais, je pense que le Racing a plus besoin de cette Coupe d'Europe que le Stade Toulousain, et le Stade Toulousain doit vraiment être en focus sur le top 14. Ouais, c'est aussi un argument qui peut se valoir, c'est vrai. Si un de vous veut rajouter quelque chose sur cette rencontre, avant qu'on dise rapidement un mot sur les autres rencontres qui nous attendent. Oui, non. non, c'est bon, pas Non, de c'est souci. bon. Je suis revenu, je suis là. Bon, Mais donc, on part pas de plus Pareil. sur une victoire du Racing, alors, qui accorderait plus la priorité à la Coupe d'Europe que le Stade Toulousain, et qui aurait plus d'expérience, en plus évidemment de l'avantage de jouer à domicile. Les autres rencontres, rapidement, on va commencer par la Challenge Cup. Alors, je vais pas vous demander de pronostiquer Worcester, Harlequins et Sale Connacht, sauf si vous avez vu les matchs de ces 4 équipes lors des phases de poule. Moi, j'ai vu ceux des Worcester, personnellement. Voilà, c'était pas forcément super pour un supporter du Stade français. Mais bon, voilà, pour vous, est-ce que le Stade Rochelais, donc, qui accueillera Bristol dimanche à 13h45, et Clermont qui accueille Northampton à 19h le même jour, ça passe en demi-finale?
Je pense au moins pour Clermont, oui. En plus, ils voudront se venger enfin, se venger. Ils avaient gagné, mais ça avait été très compliqué. Ou c'était le match à Clermont, ça avait été une orgie d'essais où ils n'arrivaient pas. Voilà, ils marquaient quand Clermont marquait, Northampton remarquait derrière. Donc ça avait été. Voilà, je pense qu'ils voudront se rattraper et vraiment les marquer au fer rouge. Vraiment, surtout voilà les Anglais. Et La Rochelle, pareil, de mémoire, je crois qu'ils avaient gagné à Bristol, ils avaient perdu chez eux, je crois, il me semble. Donc, si je ne me trompe pas, je pense pareil ils voudront profiter du fait d'être à domicile et bien évidemment de faire un 167e match à domicile à guichet fermé. Parce que La Rochelle, pour ça, c'est impressionnant. Et puis après, moi, j'ai un petit quelque chose aussi, moi, que je trouve assez marquant, c'est Ils se que sont joués la saison dernière, hein, oui, que tu le disais. La Rochelle avait gagné 35-22 à Bristol et avait perdu par contre 13-3 à domicile. d'accord, oui, c'était la saison dernière. Enfin, Ouais, parce ouais, c'est ça. que Ouais. je sais il me semble que justement j'avais été, ça m'avait fait bizarre. Attends, C'était je suis cette année, peut-être. hein. Ouais, ouais, non, je suis en train de dire une bêtise. Je viens de m'en rendre compte. Ouais, c'était cette année. Ouais. Et qui rejoue, voilà, c'est là où je veux en venir, c'est qu'ils rejouent exactement les mêmes équipes en quart de finale, ce que je trouve quand même assez, enfin, c'est une aberration, quoi. C'est pas le principe Ouais, de ouais, la je Coupe trouve aussi. d'Europe. Ouais. Ouais. Bon, Ouais, mais c'est bon, je avec, passe. le classement, tu sais, c'est que ça fait pareil en Champions Cup. Tu peux te retrouver à rejouer la personne qui était avec toi en poule parce que avec le classement des 8 premiers, si tu étais le quatrième et le cinquième étaient dans la même poule, bah, c'est comme ça, ça marche comme ça en rugby. C'est sûr que c'est bizarre, mais bon, au moins ça va permettre d'avoir la belle. Voilà, c'est ça. Mais c'est un peu bizarre quand même, je trouve. C'est dommage, quoi. C'est vrai. On va passer donc à la Champions Cup, pardon. J'ai une émission qui s'appelle le Champions Club, du coup ça diffère un petit peu. Je vais vous dire une confrontation. Vous allez me dire chacun un nom de club, voilà, que vous voyez passer en demi-finale. Bon, Racing, Stade Toulousain, vous m'avez dit tous les deux Racing. Leinster, Ulster. Vincent, ouais, on va faire d'abord Vincent. Leinster chez lui, hein. Ouais, Leinster aussi, hein, je pense. Leinster. Ouais. Saracens, Glasgow. Saracens. Ouais, pareil, là, la réception va être primordiale, ouais. Et Édimbourg, Munster, qui est peut-être le quart de finale le plus homogène de cette Champions Cup. Je vois bien Édimbourg. Édimbourg, ça joue, c'est vraiment ça n'arrête pas d'envoyer du jeu. Voilà, peut-être face à. Bon, le Munster, c'est toujours compliqué, mais je pense qu'Édimbourg, il peut faire quelque chose, créer l'exploit. Ça serait cool qu'ils Ouais, le d'accord fassent. avec toi. Ouais, moi aussi. Mais ça va être très compliqué, hein, parce que le Munster, ils savent y faire en quart de finale, mais ça ferait plaisir de les voir passer Édimbourg. Ça ferait du bien un club écossais en demi-finale, ça serait beau. Oui, puis Édimbourg a battu le Leinster justement la semaine dernière en championnat, hein. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Si, donc ouais, donc ça nous donnerait donc un plateau avec Édimbourg, le Leinster, le Racing et donc les Saracens. Donc voilà, vous ne voyez que des victoires à domicile ce week-end et éventuellement là donc la victoire, vous le pensez quasiment assurée de Clermont à domicile face à Northampton et celle potentiellement de La Rochelle face à Bristol, même si c'est un peu moins évident, surtout vu la spirale rochelaise. Si un de vous veut rajouter un mot sur cette page Ouais, Coupe plus d'Europe, mesuré. Je te dis, ouais, plus mesuré sur La Rochelle. Et on en revient au premier débat, à savoir, bon, évidemment qu'ils joueront la gagne, ils sont chez eux contre Bristol, ils doivent gagner en théorie, je veux dire. Mais ça restera quand même intéressant à voir quelle place ils accordent à cette Coupe d'Europe quand ils sont dans un sprint, justement pour la sixième place et la qualification en top 14. bon, eh bien, je pense qu'on a été assez complet sur toute l'actualité rugbystique qui nous attend lors de ce prochain mois. Clément, si non, on n'a pas retrouvé Clément, je pense. Si, je suis là. Ah, tu es là? Ah, bah voilà, parfait alors. On t'avait perdu. Rapidement, du coup, tes pronostics sur les quarts de finale de Champions Cup, si tu veux que je te les réénonce. Ouais, non, mais sur la Champions Cup, ce que je disais tout à l'heure, hein, le Édimbourg, ça ferait plaisir de le voir à ce niveau-là. Une demi-finale de Coupe d'Europe, une équipe écossaise, ça serait assez beau. Après, le Munster, comme je te le disais, c'est costaud, ça va être compliqué. On a dit tout de suite que Saracens allait battre les Glasgow. Je les ai pas vus jouer, moi, cette année, mais je vois qu'ils sont quand même assez bien classés en Pro 14. Alors, est-ce qu'ils peuvent réussir à un peu bousculer ces Saracens qui sont, comme le Leinster, toujours très solides à ce moment de l'année?
c'est pareil, ça ferait du bien, ça nous ferait plaisir. Moi, ça me ferait plaisir de voir au moins un match avec pas mal de suspense jusqu'au bout. Donc voilà, et puis assez d'accord sur le Leinster qui, comme le Saracens, en fait, quand ils sont à domicile sur ces matchs-là, c'est difficile de les annoncer perdants quand même. C'est exact. Si quelqu'un. Non, là, je pense qu'on a été relativement. Et puis toi, ouais, ton avis, juste rapidement sur la Challenge Cup avec Clermont et La Rochelle. Bah, je pense que pour la Challenge Cup, ça se joue un peu à. Enfin, les clubs français ont les cartes dans les mains. C'est-à-dire que selon les compos qu'ils vont mettre et un peu le discours qu'il y aura, enfin, il y a toujours un discours de. Ils cherchent toujours à gagner les matchs. Ils ne peuvent pas rentrer sur le terrain en se disant, bon, on va voir. Mais s'ils veulent gagner et qu'ils mettent les moyens, ils le font. Ils sont à domicile. C'est des équipes en face qui sont costauds, mais qui sont pas incroyables. Il faut voir quels intérêts et quelle envie ils mettent dans ces matchs. Comme le disait Olive, Stade Rochelet peut peut-être se concentrer quand même un peu sur le top 14. Clairement, ils ont un matelas d'avance en top 14, donc ils peuvent se mettre un petit bonus et prendre un trophée qui fait toujours plaisir à la fin d'année. Donc ouais, je pense qu'ils ont les cartes en main et ça tient qu'à eux de gagner ces matchs. Bon, eh bien, merci messieurs. Il est temps pour moi de clôturer cette première édition de Mela 5, donc votre nouvelle émission rugby sur la chaîne 100% live de wisportfr.com. Je pense qu'on a fait, voilà, on a essayé assez complexe, soit sur les Coupes d'Europe, sur l'équipe de France ou sur le top 14. Messieurs, merci de m'avoir accompagné pour cette première. Merci beaucoup pour Merci. bien. Ouais. Et moi, du coup, comme les collègues de la rédaction rugby vous donnent rendez-vous fin avril, début mai. On n'a pas encore la date exacte, on vous la communiquera bien évidemment sur les réseaux sociaux. Le podcast est bien évidemment à retrouver sur le site internet et sur le YouTube de WeSportFR. Bonne soirée à tous. Merci, Prenez bonne soin soirée de à toi. vous, merci à vous. Et Bonne on soirée. se retrouve donc dans un peu moins d'un mois. Salut à tous. Salut. Ciao.